Nous allons maintenant continuer avec une nouvelle table ronde qui va être animée par Olivia Cuir, qui est directrice de Lyon City Demain, fondatrice de l'agence de communication RP Esprit d'Essence. Donc Olivia, je te laisse la parole. Merci à tous. Bonjour et merci Isabelle. Voilà, comme ça. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle donc Olivia Cuir. Je dirige en effet une agence de communication qui s'appelle Esprit d'Essence, qui est spécialisée dans ce que j'appelle le nouvel art de vivre. Un art de vivre qui allie à la fois le savoir-faire séculaire et puis les audaces technologiques. Ce nouvel art de vivre est notamment le nouvel art de vivre en ville. Le nouvel art de vivre, la ville, qui qualifie le mieux vivre ensemble dans le XXIe siècle, à l'espace-temps, comme vous le savez, à la fois contrarié, contraint et contracté. Ce siècle qui cherche, dans l'avalanche de disruption, dans de très nombreux domaines personnels et professionnels, de nouveaux codes d'attitude et modes de vie. Ce nouvel art de vivre, la ville, intègre également le design comme élément à la fois d'exécution et méthode de réflexion. C'est ce qui m'a poussée à fonder, alors pas toute seule évidemment, mais avec un certain nombre de contributeurs, l'association Lyon Design, et à créer les événements Lyon City Demain, qui propose depuis 5 ans des confrontations d'idées de la ville de demain à différents publics avertis, mais aussi un public très néophyte. Des conférences, des prototypes de designers, des expérimentations au sein de quartiers et d'écosystèmes en mutation sont proposés à des milliers d'usagers, d'habitants ou curieux pour débattre, échanger et inspirer la ville de demain. La prochaine édition, j'en profite, je fais ma promo, aura lieu du 15 au 18 juin dans le quartier de Gerland, qui est un quartier en pleine mutation à Lyon. Donc je suis témoin privilégié, je peux vous le dire, de cette constante perplexité, de résistance spontanée, d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'inquiétude légitime des visiteurs de nos expos. Et donc j'ai développé 3 convictions par rapport à l'innovation. La première est que l'innovation n'est pas une perturbation marginale. Ce n'est pas une idée décalée, mais bel et bien un bouleversement de l'écosystème dans lequel elle apparaît. Si on prend l'exemple d'Airbnb, par exemple, qui a transformé la vie de millions de voyageurs en l'intégrant à leur quotidien, finalement, Airbnb a non seulement changé les habitudes de voyage, mais ils ont aussi redéfini la notion même d'accès et d'expérience du voyage. Le deuxième point, je dirais, c'est que l'innovation n'a de justification si et seulement si elle est une réponse à une demande sociétale, formalisée ou pas d'ailleurs. Je prends l'exemple de véhicules autonomes, je travaille beaucoup sur ces questions-là avec un de mes clients. En fait, le véhicule autonome est une innovation parce qu'elle répond à un besoin de fluidité de la ville encombrée par le trafic automobile. Et puis la troisième, je dirais presque la plus importante, c'est l'innovation nécessite forcément de la médiation pour être acceptée et intégrée dans un écosystème. La disruption révolutionnaire qui retourne la table, on le sait, est moins efficace que l'accompagnement au changement. C'est avec ces 3 lois d'innovation ou ces 3 réflexions que j'anime aujourd'hui cette table ronde sur les nouvelles formes d'organisation, de propriété et de collaboration engendrées par les enjeux de l'innovation. Car c'est bien ça, c'est bien l'impact en fait de ces nouveaux écosystèmes et d'open innovation sur le travail qui sont au cœur de la transformation de la société. Et finalement, c'est en grande partie par le travail que se définit encore la personne, l'identité de la personne, se définit vraiment la fonction sociale de la personne. On va même jusqu'à dire encore aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, qu'une personne qui ne travaille pas, une mère de famille qui travaille, qui s'occupe de ses enfants, ne travaille pas, puisqu'elle reste dans l'enceinte familiale. Le travail n'est donc pas juste une fonction de valeur ajoutée économique, mais bel et bien un statut social avec des postures, des attitudes, des codes qui caractérisent l'être humain. Donc quand les innovations brisent les méthodes et repères finalement spatio-temporels traditionnels, elles forcent à une réorganisation du corps social, ou au minimum à une nouvelle analyse. Si on revient même un petit peu, évidemment, mais pas un petit peu, même beaucoup en arrière, sur la révolution industrielle, qui a évidemment bouleversé les codes de l'artisanat d'alors, en imposant dans l'organisation la segmentation des tâches pour gagner du temps,
la calibration pour optimiser les coûts, les horaires de travail pour coordonner la production, la séparation claire finalement entre la vie privée et la vie professionnelle pour éviter la distraction. En fait, il y avait deux choses bien distinctes. Soit on était du côté du travail sérieux et rentable, ou de l'autre, les loisirs frivoles et à perte. Alors, on est en train de vivre évidemment une révolution, une nouvelle rupture de la même ampleur. Les révolutions numériques et du développement durable en sont probablement les balises. La concentration urbaine et le vieillissement de la population, des contraintes. L'open innovation, la mobilité et l'entrepreneuriat, des solutions. Donc on va vers de nouvelles organisations et une redéfinition des rapports sociaux et de certaines valeurs, non seulement celles du travail, mais peut-être de manière plus importante, celle de notre propre identité. Donc pour éclairer notre réflexion aujourd'hui sur ce sujet majeur de la vie de demain, 6 intervenants vont tour à tour vous présenter leurs perspectives avant de débattre avec vous. Alors comme j'ai eu la chance d'échanger avec eux avant cette table ronde, je peux vous dire que parfois leurs avis convergent et puis se distinguent aussi sur ces impacts. Alors je voudrais d'abord vous présenter Catherine Gall. Catherine, directrice recherche et développement et directrice alliance stratégique chez Steelcase, fameuse entreprise spécialisée dans le mobilier professionnel. Elle décrira comment les grandes entreprises intègrent et repensent la thématique de l'évolution des modèles et des environnements de travail. Elle nous parlera de l'influence réciproque des environnements de travail sur les comportements des utilisateurs et la performance des organisations. Nathanaël Mathieu, président et cofondateur de LBMG, une entreprise hybride et engagée pour une révolution avec un grand R du travail. Il parlera de l'accompagnement des entreprises dans leur programme de transformation organisationnelle et dans la conception de nouveaux espaces de vie, de travail et de vie. Daniel Perrin, bonjour Daniel, responsable infrastructure et achat chez Assis, un éditeur de logiciels de logistique situé à Saint-Étienne. Il expliquera l'enjeu de l'innovation au travers de nouveaux outils pour faciliter le travail de l'homme au quotidien. Et puis Chloé Voisin-Bormuth, responsable des études et de la recherche à la Fabrique de la Cité. Elle présentera les conclusions de ses recherches sur la génération des millenniums, la fameuse, qui influence les nouveaux modèles d'espace et de temps de travail du bureau au quartier. Shoshiro Kimura est créateur de Arts Bridge Cities au Japon. Il rapportera une expérience de coworking qui est en cours à Saint-Étienne dans le programme IN de Saint-Étienne. Il donnera son point de vue sur les avancées comparées aussi entre la France et le Japon sur ces domaines. Florence Perronneau, vice-présidente de l'Association des directeurs immobiliers, elle détaillera comment les stratégies urbaines, immobilières et architecturales évoluent en fonction de ces nouveaux lieux de travail. Voilà, on nous parlera aussi de son ouvrage en cours qui va sortir au mois de novembre, qui paraîtra en novembre. Je vais d'abord donner la parole à quelqu'un qui vient de loin, mais qui a choisi de travailler sur un projet d'expérimentation à Saint-Étienne. Je voudrais en premier lieu passer la parole donc à Shoshiro Kimura pour qu'il relate son expérience stéphanoise, et puis il nous donnera aussi sa vision aussi comparée entre le Japon. Can you report on your coworking experience, Shoshiro? You say in English, yeah. Bonjour, je m'appelle Soichiro. Je n'ai pas parlé français, so I speak in English. I'm from Nagoya. Je viens de Nagoya, au Japon. Alors, mon éducation, j'ai fait des études à Londres dans les arts. Alors, en termes de profession, le développement et la gestion au Japon. Donc, je fais beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans l'art, dans la culture, à Nagoya, mais aussi à Saint-Étienne. C'est mon domaine de spécialisation. Alors, mes intérêts, comment est-ce qu'on peut changer les espaces grâce au pouvoir créateur? Désolée, je suis un peu perdue. Donc, aujourd'hui,
Je travaille à Saint-Étienne. Donc, je travaille sur la conception des endroits publics. On travaille sur un espace de co-travail. On essaie de travailler sur de nouvelles formes d'espaces de co-travail. Donc, on essaie de revitaliser l'endroit. Je voulais vous parler à cette occasion de ce travail. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer peut-être les différences que vous voyez entre la France et le Japon dans ce secteur? Alors, les espaces de co-travail en France et au Japon sont assez similaires, mais aussi différents. Alors, les choses qu'ils ont en commun. Donc, les espaces de co-travail sont pour les gens qui travaillent dans la technologie. Donc, il s'agit d'endroits financés par de grosses entreprises. Donc, mais il y a des différences également. Il y a les espaces de co-travail en France qui sont pour des entrepreneurs, pour les start-up. Mais au Japon, il s'agit d'endroits pour les freelances, pour les professions libérales. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve de différent. Et il y a une attitude qui est différente également. Merci pour cet éclairage international. Pour rester dans l'environnement local, j'ai envie de donner la parole à Daniel Perrin, qui développe, donc, je l'avais dit tout à l'heure, des outils numériques pour la logistique et en mesure les impacts sur l'organisation du travail. Bonjour, donc je suis Daniel Perrin, représentant de la société A6 à Saint-Étienne. Nous sommes éditeurs et concepteurs de systèmes logistiques. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu d'innovation. L'innovation pour nous, c'est essentiellement l'aide à l'utilisateur, au préparateur de commandes, à l'ensemble des fonctions logistiques sur 3 axes. Un axe de qualité, un axe de suivi et un axe d'aide à l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que dans ce métier, il est important de pouvoir faciliter le travail, aider, mais dans une contrainte vraiment importante telle que nous demande le e-commerce, c'est-à-dire un niveau de qualité supérieur. Comme vous pouvez l'imaginer, quand vous commandez quelque chose quelque part, vous n'aimez pas recevoir autre chose. Donc, il faut absolument un suivi, que la société soit petite ou très grande. Donc, dans ce cadre-là, nos axes de travail, c'est du software, parce que bon, sans software aujourd'hui, pas grand-chose, mais aussi des systèmes automatiques électroniques, tels que ce qu'on a à la Biennale, une armoire d'aide à la préparation sans papier. Et ça, c'est important parce que c'est un aspect green et c'est un aspect de productivité. C'est-à-dire quand vous arrivez, que vous scannez simplement un élément et qu'on vous informe et qu'on vous dit quoi prendre et qu'on le détecte, ça facilite la personne, ça aide au confort du travail, mais ça améliore aussi la productivité en direct. Alors, on travaille aussi sur des systèmes, alors je vais le simplifier pour que tout le monde voit de quoi je parle, c'est-à-dire comme des Google Glass, mais un petit peu plus industriels, pour pouvoir donner de l'information tout en ayant les mains libres. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, dans notre métier, l'important, c'est que l'opérateur puisse prendre, attraper, contrôler, mettre avec ses mains, et on lui met tout autour de lui, pas des machines-outils, mais des éléments électroniques pour pouvoir l'aider, tels que voilà, des lunettes qui vont lui donner de l'information tout en voyant sa réalité, lui donner de l'information complémentaire. Et là, on travaille sur des systèmes de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une caméra qui va pouvoir voir ce que voit l'opérateur et surimprimer quelque chose, une information pour prendre, ne pas prendre, identifier une erreur, ce qui est aussi important que de réaliser une action. Et tout ça, bien sûr, on a la chance de développer ça à Saint-Étienne. C'est local et on s'amuse bien. Voilà. Merci Daniel. Donc après, on va parler d'environnement de travail. Le mobilier d'entreprise
s'adapte aussi à ces nouvelles méthodes et les anticipe. Catherine Gall, de nombreuses recherches prouvent que la ressource spatiale est un levier de performance essentiel. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision de ces évolutions ? Avec grand plaisir. Oui, si je peux avoir les autres slides que je vous ai donnés tout à l'heure. Ah, d'accord. Voici, je vais là. D'accord. Donc moi, je vais partager avec vous 6 thèmes de réflexion, 6 perspectives qui sont le résultat de notre équipe de recherche et de prospective. Chez Steelcase, on a cette chance d'avoir une vingtaine de chercheurs. On a une vingtaine de chercheurs répartis dans 3 endroits du monde et on réfléchit vraiment au futur. D'ailleurs, j'avais une première slide qui dit que le futur, ça nous passionne parce que c'est là où on va passer le reste de nos jours. Mais sinon, on peut passer à la deuxième. Si, c'est bon, voilà. Ouais. Ça, c'est un peu notre mantra, effectivement. Le futur, il nous intéresse tous et il faut qu'on soit intentionnel par rapport au futur. Je rebondis sur ce qui a été dit ce matin. Les enjeux de l'innovation sur l'organisation, la propriété, la collaboration, il faut se les inventer, il faut les imaginer, il ne faut pas les subir, il ne faut pas que ce soit des choix qui s'imposent à nous, il faut vraiment en faire partie. Donc 6 perspectives. La première, elle a été évoquée ce matin et en fait, il faut voir peut-être ces 6 idées comme une manière d'organiser un peu tout un tas de choses, parce que plutôt que de parler de solutions, je préfère vous partager avec vous un certain nombre de constats. Et le premier constat, c'est que si on veut être dans une culture d'innovation, si on veut créer autour de nous ces conditions-là, il faut d'une part prendre en considération cette première idée qui est que nos vies seront de plus en plus imbriquées à nos travaux ou à nos travaux et vice-versa. Et ça ne veut pas uniquement dire qu'il faut prendre ça en compte dans nos journées, dans les temps qui sont du temps personnel ou du temps professionnel. Ça veut dire aussi que tous, autant qu'on est, on vient sur son lieu de travail, on vient dans son environnement de travail pour être aussi nous-mêmes et pas endosser le costume du travailleur qu'on nous a peut-être trop souvent imposé et qui nous limite. Aujourd'hui, innover, c'est être soi, se rendre compte qu'on doit avoir des rapports authentiques avec les autres. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, si on parle d'espaces de coworking, comme ça a été évoqué précédemment, ou un certain nombre d'autres exemples pour réinjecter de la vie sur les lieux de travail, c'est parce qu'en fin de journée, on travaille et on est avec des gens avec qui on veut partager d'autres choses que d'expériences de travail, des expériences de réunion, de confrontation, de négociation. C'est parce qu'on mange ensemble qu'on va avoir un moment plus privilégié et peut-être que de cette discussion informelle va naître quelque chose un petit peu plus intéressant. Donc cette intégration et cette harmonie, parce qu'aujourd'hui il y a trop de tensions et je n'ai pas le temps de développer, cette question elle est passionnante, la question de cette table ronde, je vais vous apporter quelques petits éléments, mais aujourd'hui on est en tension entre sa vie privée et sa vie professionnelle et les lieux et les contextes de travail peuvent réduire cette tension et au contraire y mettre un peu plus de bien-être. La deuxième idée, elle a été évoquée déjà ce matin par Thierry Pic, notamment de l'EM Lyon, c'est cette notion que pour créer ces conditions d'innovation, ce sont déjà des pratiques qu'il faut intégrer dès l'école. Donc aujourd'hui, il faut repenser clairement nos lieux d'enseignement. Il faut aussi repenser le fait que dans les entreprises, quand on pense que la formation est cantonnée au Learning Center, c'est une absurdité parce qu'on apprend toute la journée. Et on n'apprend pas que dans un auditorium, comme c'est le cas ici. On apprend notamment en faisant des choses. Apprendre, ce n'est pas qu'une compétence intellectuelle, conceptuelle, abstraite. Ça a été évoqué hier soir notamment, et je pense que dans vos activités, vous le savez bien, c'est en faisant des choses, pratiquement avec ses mains, en faisant des prototypes, des storyboards, des choses qu'on peut présenter aux autres, qu'on va faire avancer la connaissance et très certainement amener de l'innovation. Du coup, ça induit aussi cette notion qu'il faut accepter l'échec, il faut accepter de se tromper. On n'a pas tout bon du premier coup, et c'est assez rare d'ailleurs. Donc on va apprendre beaucoup plus de ces échecs et cette culture de l'apprentissage, de l'enseignement, on est aussi chacun potentiellement des enseignants et des apprenants. À tous les instants de notre vie, on a un potentiel à partager, un potentiel à recevoir et il faut des lieux pour ça et il faut des modes d'organisation différents. La troisième idée, c'est celle qui tourne autour du fait que parce qu'on est dans des sociétés qui créent de la valeur ajoutée et qui amènent de l'innovation, tout ça, ça se passe dans des projets. On a des métiers, mais ces métiers sont mis au service de projets, de programmes, d'initiatives. Et il faut
spatialiser cette culture du projet. Un projet, ça a besoin d'un lieu, ça a besoin de processus, ça a besoin de rituels pour avancer. Donc il faut penser à ce genre de choses. Et ce n'est pas que les fonctions classiques, recherche et développement, marketing ou créatif. Dans tous les départements de l'entreprise, il y a potentiellement des projets, il y en a d'ailleurs de plus en plus, qui sont transversaux et qu'il faut encourager, qu'il faut valoriser, qu'il faut rendre visible. Donc c'est un thème vraiment à étudier. Cette idée, elle est beaucoup plus profonde que ce que je ne la décris maintenant. Elle est notamment issue du design thinking et de l'idée qu'on se passionne beaucoup plus pour un projet que par une activité seule. Donc il y a une facilité, il y a un engouement, un enthousiasme quand on travaille sur un projet parce qu'on contribue, on est dans un collectif. Voilà, c'est très riche comme idée. Quatrième idée, c'est celle qu'aujourd'hui, la présence est étendue. Et en fait, c'est vraiment une notion à induire parce que dans l'innovation, il y a l'enjeu du temps. Il faut mettre en marché plus rapidement que son concurrent son produit. Il faut aller très vite. Et pour aller très vite, il faut jouer avec le temps. Il faut donc qu'on travaille aussi sur la relation de travail à distance, la relation qui est asynchrone. Comment on utilise tous les outils qui sont arrivés dans notre vie, dans nos poches, les FaceTime, les Skype, les choses comme ça. Tout ça, ce sont vraiment des choses intéressantes à intégrer et qui permettent un travail étendu, une innovation étendue. Autre idée, celle qui amène un thème qui a été largement évoqué ce matin, la créativité, l'orchestration. C'est un mot qu'on aime bien parce que finalement, quel que soit notre métier, on est chef d'orchestre de ce qu'on fait dans sa semaine, dans sa journée, dans son année. Et du coup, ça a vraiment une répercussion, et je pense que Nathanaël et Florence en parleront de leur côté, de leur point de vue. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. On ne vient pas dans sa journée de travail pour faire sa liste de to-dos. On vient pour résoudre des problèmes, pour anticiper des choses. Et on aura de toute façon toujours un tas de choses imprévues qui vont nous arriver. Et il faut développer ces capacités à anticiper, à gérer l'inconnu, mais à orchestrer aussi le bon moment pour travailler, qui est un moment un peu plus calme. Le moment où on va s'ennuyer, où on va rêver, où on va justement laisser son cerveau s'échapper pour pouvoir concentrer et faire sédimenter une idée qui a du mal à se passer. D'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, faire une marche avec quelqu'un, c'est un moment privilégié qui va vous permettre peut-être de décanter les idées que vous avez, mais que vous n'allez pas mettre dans votre Outlook. Mais ces moments, apprendre à savoir comment travailler, ce sont vraiment des choses qu'on voit émerger de cette culture de l'innovation. Je crois que j'ai encore une dernière idée qui a été aussi évoquée ce matin, cette idée qu'il faut être intentionnel, il ne faut pas laisser les choses s'imposer, y compris dans ce qui n'est pas facilement prévisible. Donc là, c'est l'idée de, quand on va se promener, et j'en ai parlé avec la marche par exemple, mais les temps de déplacement qu'on a d'un endroit à un autre sont des temps qu'on peut volontairement attribuer et organiser selon son propre besoin, sa propre envie. Donc ces transitions qui étaient souvent considérées quand j'ai démarré dans la recherche sur les espaces de travail comme des temps perdus, des temps morts, il fallait aller à tel étage, il fallait prendre tel ascenseur. Maintenant, c'est des temps qu'on peut se réapproprier, réexploiter. Et du coup, dans le bâtiment, pour faire le lien avec la spatialité, ce sont des espaces qu'on peut exploiter. On l'a vu ce matin sur une des images, un couloir qui a été élargi pour qu'on puisse à la fois se rencontrer et se dire « bon, maintenant que je te tiens, je vais pouvoir te parler de telle chose ». C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant plutôt que de passer sans se voir. Voilà, 6 idées qui, selon nous, et c'est vraiment le fruit de travail de recherche à la fois sociologique, technologique et spatiale, doivent être au cœur de ce qu'on veut faire quand on veut même vraiment créer les conditions de l'innovation dans nos entreprises. Merci beaucoup, Catherine. Alors, les outils, les nouveaux environnements de travail, passons à la dimension immobilière des enjeux. Florence Perronneau, vous avez aussi une longue expérience de ces transformations, en ayant organisé, entre autres, chez Sanofi, une véritable révolution aussi de l'espace de travail. Vous avez désormais étendu votre expertise au sein de l'ADI, qui s'intéresse au changement des stratégies immobilières induites par ces innovations. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, donc je vais juste me contenir dans mon propos initial et puis après, je pense qu'il y aura des questions auxquelles je serai absolument ravie de pouvoir réagir, mais simplement vous présenter le travail que l'Association des directeurs immobiliers a entrepris depuis le mois de juillet dernier à la suite du travail que nous avions fait sur la requalification des friches industrielles et urbaines que nous étions venus présenter d'ailleurs ici devant Gaël Perdriau à la Cité du Design il y a 2 ans et qui a connu un franc succès
parmi nos membres, puisque nous avions une démarche assez originale d'un collectif de travail qui était celui de directeurs immobiliers d'entreprises qui avaient cette problématique à résoudre. Et donc, nous avons décidé de poursuivre ce travail qui est le fruit d'un travail collectif, animé par une petite société qui s'appelle Quartier Libre et qui nous aide à organiser les thématiques et la structure de notre ouvrage. Donc c'est un travail assez original qui n'a pas pour vocation d'être le énième livre sur la recherche à propos des lieux de travail et notamment à propos de l'innovation que les entreprises essayent à tout prix de mettre dans leur processus pour être le plus compétitive avec les phénomènes de mondialisation notamment. Et donc, nous avons élargi notre thème à l'ensemble des lieux de travail et non pas seulement aux bureaux pour les entreprises qui ont des bureaux, mais également dans les hôpitaux. Que sont les lieux de travail aujourd'hui de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants? Voilà, comment est-ce que le commerce également évolue en matière d'accueil, comment est-ce que la logistique évolue, et vous venez de nous en parler, et c'est très intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment une problématique qui occupe tous nos membres et non pas seulement une partie de nos membres. Donc la structure de notre livre qui sortira comme vous nous l'avez rappelé, Olivia sortira au mois de novembre et on doit finir de l'écrire au mois de mai, je crois. Oui, c'est ça, fin mai. Donc c'est assez contraint comme date, mais bon, les éditeurs nous ont donné cette date-là. Et on va avoir un regard extrêmement large sur toutes les ruptures qui ont redessiné les lieux du travail. Enfin, d'abord, le travail lui-même, hein, donc avec des interrogations à la fois sur la démographie, sur la géographie des lieux de l'entreprise, également sur, bien sûr, ce que vous avez appelé la révolution du numérique, puisque ça impacte énormément nos façons de travailler. Voilà, donc je ne vous cite pas tout parce qu'il faudra que vous découvriez notre ouvrage, mais on a un regard extrêmement large pour essayer de voir ensuite comment l'entreprise va pouvoir adapter et questionner son cœur de métier. J'ai quand même oublié de vous dire au passage que ce livre est destiné aux directions générales des entreprises, petites, grandes ou moyennes, et aux directeurs immobiliers, bien sûr, comme étant un outil de questionnement. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas de réponse toute faite en disant, voilà, Sanofi a installé 5000 postes de travail comme ça il y a 2 ans, et donc c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, on est vraiment convaincu que chaque entreprise doit avoir sa propre vision, sa propre organisation. Donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, ses propres modes de fonctionnement, sa culture également, et donc comment est-ce qu'elle va adapter ses lieux de travail pour être le plus compétitive et le plus innovante possible, comment est-ce qu'elle va se frotter à un écosystème pour effectivement provoquer ces phénomènes d'innovation par l'apport de regards extérieurs qui n'ont rien à voir avec le cœur de métier. Voilà, donc la troisième partie de notre ouvrage sera dédiée à ces questionnements et à la façon dont les directeurs immobiliers pourront, comme dans les friches, selon une méthode qui maintenant a fait ses preuves à l'ADI, voir comment est-ce que le directeur immobilier doit anticiper ces phénomènes, comment est-ce qu'il doit agir auprès de ses parties prenantes, internes et externes, et ensuite comment est-ce qu'il doit accompagner le changement. Merci Florence. Alors nous voilà désormais avertis sur les évolutions de structures et de moyens, mais qu'en est-il des usages? Chloé Voisin, Bornut, vous avez mené une étude très poussée sur les attitudes de cette génération, c'est des millenniums, et vos conclusions sont plus mitigées. Vous m'avez envoyé votre présentation avant, on en avait parlé. Plus mitigée, et je dirais qu'elle contredit un peu, enfin, si je puis dire, l'enthousiasme général des innovateurs. Qu'en est-il? Oui, exactement. Je vais être un petit peu le poil à gratter de cet après-midi et je vais tâcher de l'assumer jusqu'au bout.
Je tiens à dire que nous ne sommes pas des spécialistes de l'aménagement de bureaux. C'est une thématique que nous venons de commencer d'étudier. Cela n'empêche en rien la qualité des travaux qui sont menés, mais en tout cas, je vais plus vous livrer des interrogations que des réponses aujourd'hui. Qu'est-ce que la Fabrique de la Cité? La Fabrique de la Cité, nous sommes un think tank qui travaille sur les innovations et les transitions urbaines. Nos thématiques de prédilection, ce sont les mobilités, l'urban data, la question des espaces publics, la question des villes créatrices de santé, la question de la logistique urbaine, mais aussi la question des usagers. Et c'est à travers cette question des usagers que nous sommes arrivés à la question des bureaux. Et nous ne traitons pas de n'importe quels usagers, nous traitons de la question des millennials. La question des millennials, on a essayé de la traiter selon un angle d'analyse particulier qui était celle de se poser une question. Est-ce que, parce que les millennials, donc ça c'est le terme anglais, et en français on va l'appeler la génération Y. Et on s'est posé cette question, est-ce que cette génération... pardon ? Eh bien voilà, millennials avec deux L, de N et I-A-L-S à la fin. Et voilà. Donc voilà. Non mais c'était l'effet suspense et puis là soudain, tadam. Exactement. C'est bien, je joue très bien mon rôle. Donc cette génération Y, la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que c'est une génération ? Donc là, c'est la sociologue qui parle et qui va dire que quand on va parler d'une génération, qu'est-ce qu'on entend par génération ? On va dire qu'on prend une cohorte entre deux dates. Là, en l'occurrence, c'est la génération des 18-35 ans. Les chercheurs se disputent un petit peu sur la question de l'étendue de ces dates. Mais en tout cas, toute la génération de 18-35 ans, toute une cohorte de personnes qui devraient partager donc des mêmes aspirations, des mêmes représentations, des mêmes modes de vie. Et ces déterminants seraient plus importants que d'autres déterminants sociologiques qui sont puissants et qui sont normalement l'appartenance à une famille, une appartenance géographique ou un contexte socio-culturel. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut parler véritablement de génération ou est-ce qu'il ne faut pas parler d'effet d'âge ? Et là, on a démonté plusieurs idées reçues, dont une idée reçue qui était celle de l'espace de bureau. Qu'est-ce qu'a montré cette étude ? Elle a montré, d'une part, que le concept de millennial, c'est un concept marketing, essentiellement, qui a été créé par le marketing et qui s'en est saisi. Effectivement, quoi de plus commode dans un marché à tonnes de créer un nouveau type de consommateur qui a d'autres aspirations, qui veut d'autres produits, qui a d'autres valeurs, pour pouvoir relancer un nouveau segment puissant de consommation. Et effectivement, c'est ce qu'on a pu observer. Or, la figure du millennial, telle qu'elle est vendue par le marketing, c'est une figure qui est extrêmement urbaine. C'est un jeune, donc oui, forcément 18-35 ans, qui est diplômé de l'enseignement supérieur, ultra connecté, qui vit au cœur des grandes métropoles, qui a effectué une partie de ses études à l'étranger, qui est réfractaire au management traditionnel, hiérarchisé des grandes entreprises et qui nourrit des aspirations d'entrepreneurs. Donc c'est une vision que résume parfaitement la formule des 4 I qui est généralement attachée aux millennials, qui est celle de individualiste, interconnecté, impatient, inventif. On se rend compte quand je dis ça qu'effectivement, ça ne correspond pas à l'ensemble des 18-35 ans sur l'ensemble de la planète. On a des situations qui sont extrêmement différentes du fait, effectivement, d'autres des structures socio-professionnelles qui sont différentes. Et ce qui fait que cette étude a montré, parce que c'est facile finalement de critiquer ce concept de millennials en disant oui, bon, ça c'est un stéréotype, c'est du marketing. Sauf qu'on se rend compte que ce concept marketing a une valeur performative qui est très importante. Derrière ce concept de valeur performative, qu'est-ce qu'on veut dire ? Ça veut dire que finalement, à force de répéter un discours qui est très séduisant, finalement, on crée dans l'ensemble d'une cohorte de personnes des aspirations en disant « ça, c'est le modèle à atteindre ». Donc peut-être que vous ne l'êtes pas encore, mais par contre, c'est ce qu'il faut atteindre. C'est là où il faut aller. Et ça crée des aspirations, ça crée des désirs. Et finalement, ça crée une certaine réalité de ce concept. D'autre part, on a vu que ce concept de millennials en vient à justifier ou à devenir un prétexte pour des transformations de la société qui ne s'adressent pas uniquement aux millennials, mais qui s'adressent à l'ensemble de la société. Et c'est là où on en est arrivé à cette question d'espace de bureau, puisque effectivement les millennials vont bientôt représenter la majeure partie de la population active. En 2025, on considère que 75% des actifs seront des millennials. Et cette génération se caractérise effectivement par un usage accru des nouvelles technologies. Donc, c'est à eux qu'on attribue une nouvelle demande en termes de bureaux, de nouveaux espaces plus modulables, plus flexibles, plus connectés.
Sauf qu'on se rend compte que même si les médias nous annoncent, et finalement aujourd'hui aussi beaucoup nous annoncent la fin du bureau traditionnel, la fin de tout ça, finalement on se rend compte que effectivement les millennials, quand on fait une étude a été faite, montrent qu'ils sont 45% à préférer un bureau personnel fermé seulement, mais quand même 45%. D'autres, on peut voir aussi que finalement, ils ne sont pas si enthousiastes vis-à-vis des tiers-lieux. Espaces de coworking, cafés, coffees, gares, etc. S'ils sont 70% à s'imaginer pouvoir y travailler ou devoir y travailler un jour, ils sont par contre seulement 67% à considérer qu'on y est aussi efficace que dans un bureau traditionnel. Par ailleurs, ils ne sont pas aussi révolutionnaires dans leur rapport à la hiérarchie. 36% souhaitent que l'organisation hiérarchique soit lisible dans l'espace de travail. Donc finalement, naturellement, on va pouvoir discuter de l'ensemble de ces chiffres. Et peut-être que c'est un mouvement qui est en cours, tout ça, on peut en débattre. Mais ce que je veux là où je veux en arriver, c'est de dire que finalement, cette question du millennials, on s'en sert pour justifier des transformations qui ont source dans d'autres impératifs, notamment des impératifs économiques. Comme il nous a été dit ce matin, le poste de travail, c'est le deuxième poste de dépense pour une entreprise. Donc si vous réduisez la surface de bureau, ce qui est le cas, si vous l'optimisez, donc vous réduisez vos dépenses, donc vous avez des gains. On peut le réduire de quelle manière? On peut réduire la taille des bureaux, on peut avoir une charge plus importante. Au lieu d'avoir 90%, une charge de 90% de vos bureaux, vous l'avez à 120 ou à 130 personnes, en comptant les absences, les congés, les déplacements professionnels. Mais ça veut dire que si un jour tous vos employés avaient la merveilleuse idée d'être présents au même moment, tout le monde n'aurait pas de place. Par ailleurs, on peut optimiser aussi les bureaux en faisant venir d'autres entreprises, des startups, des freelances dans son entreprise. Il y a un autre impératif qui est un impératif managérial qui pousse aussi à la création de nouveaux bureaux. Et ça, on l'a bien entendu ce matin, c'est concrétiser dans l'espace la compression hiérarchique en mettant tout le monde au même niveau spatial, avec plus de bureaux pour les chefs, etc. Donc c'est là où pour conclure, je vais poser quelques questions. Je n'ai absolument pas les réponses. Voilà. Donc je le pose au débat. D'une part, quand on pense une utilisation à 120% des bureaux, ça veut dire qu'on n'a plus de bureaux qui sont fixes et qu'il n'y a plus de bureaux qui sont attribués. Dans une petite entreprise, on a une lisibilité. Mais dans des très grandes entreprises où vous avez jusqu'à 20 000 personnes sur place, comment est-ce que vous arrivez à localiser votre employé? Il y a des capteurs, il y a les téléphones portables. Mais sauf que ça en vient à une logique de traçage, parce que vous produisez de la donnée où finalement vous pouvez savoir exactement où se trouve votre employé dans la journée, où est-ce qu'il a fait ses pauses, et on a même un lieu à Amsterdam où la machine à café vous reconnaît, enregistre vos préférences, et sait exactement quand vous arrivez, quel café vous allez vous servir. Quand est-ce que vous êtes allé aux toilettes? Combien de temps? Avec qui vous avez discuté? Ce sont des logiques qui vont très très loin, peut-être, mais qui sont à penser. Il y a également la possibilité de penser, si tout le monde n'a pas la place, qui est-ce qui va avoir la meilleure place à côté de la fenêtre, loin de la climatisation? Ce sont ceux qui arrivent le plus tôt, ce sont ceux qui partent le plus tard. Donc on est aussi dans une logique de concurrence, de mise en concurrence. Peut-être on est dans une logique de concurrence entre les employés. De même, si on est obligé de ranger toutes ces affaires le soir, quelle place on laisse au concept de nidification qu'on a évoqué ce matin? Par ailleurs, ouvrir les bureaux à des acteurs extérieurs pose des questions de sensibilité des données. On a de plus en plus des questions de hacking. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et d'autre part, ça prouve aussi une question que je laisse aussi au débat, qui est celle des freelances et des startups, qui ont des lieux qui sont accueillis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, mais après, ils sont obligés de se trouver un autre lieu. Est-ce qu'on peut avoir cette flexibilisation du lieu de travail constamment? Pour certaines, oui, peut-être que non. Par ailleurs, la question du désancrage spatial, le fait de pouvoir travailler partout. D'ailleurs, à qui est-ce que c'est donné? Tout à l'heure, on a parlé on peut travailler 4 jours au bureau et 1 jour chez soi. À Paris, quelqu'un qui a 9 mètres carrés, est-ce qu'il a vraiment envie de travailler chez lui? Une jeune famille à Paris avec un jeune enfant à la maison, pas de place en crèche, est-ce qu'il peut vraiment travailler à la maison? Je pose des questions. Par ailleurs, est-ce que quand on a un désancrage spatial, on peut se poser la question que finalement, le présupposé est que vous pouvez travailler partout et à n'importe quel moment. À partir de quel moment on respecte aussi cette question des temps de travail, le droit à la déconnexion? Quand? Comment? Et enfin, dernière question à poser, la question du brouillage spatial. Quand on fait d'un bureau qui est de plus en plus, pour éviter l'ennui, effectivement, on fait un bureau qui ressemble de plus en plus à chez soi. On a des canapés, on a des baby-foot, on a des espaces où finalement
on a un espace qui est lissé, qui fait de plus en plus penser au fait qu'on est dans une très grande famille. Sauf que on peut poser une question, si on brouille ce langage, parce qu'effectivement, vous avez parlé tout à l'heure d'un brouillage des codes, on arrive on arrive avec soi, son moi authentique et pas son moi professionnel. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de se syndiquer, c'est beaucoup plus difficile de se rebeller quand on doit se rebeller contre un ordre familial que contre un ordre professionnel avec des hiérarchies qui sont très claires. Donc là, je soulève aussi une question. Je n'ai pas du tout de réponse et je n'ai pas d'avis sur la question. Donc finalement, pour conclure, je pense qu'il faut distinguer deux types de nouveaux espaces. Et peut-être que là, c'est la géographe qui parle et où je dis que peut-être une typologie serait à faire entre des espaces de coworking qui sont temporaires, qui permettent effectivement à beaucoup de freelances, de start-up de trouver un endroit, ou de travailleurs effectivement en transit. On fait plein de déplacements professionnels, j'en fais constamment et je suis bien contente d'avoir un espace où je peux m'installer correctement, où je n'ai pas à travailler sur mon petit ordinateur comme ça parce que je suis en train de m'abîmer le dos, mais je peux avoir un grand écran, je peux avoir une ergonomie qui me permet de travailler correctement. On a ces espaces-là et qui offrent aussi une véritable chance, si on passe à une question de géographie, pour l'économie en ville, pour retourner, justement, il y a la question de Saint-Étienne avec des rues commerçantes qui se désertifient. On a l'ouvrage d'Olivier Rasmont qui pense à cette question de la désertification des villes. Donc là, peut-être qu'on a une véritable chance pour ressaisir et ramener l'économie en ville. Mais malgré tout, il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette fragilité de l'ensemble de ces travailleurs flexibles, de ces startups. Donc ça, ce serait un premier espace. Et on a un autre espace qui est celle de la transformation des bureaux traditionnels, des entreprises fixes, où il y a une double logique, une attention très valeureuse de prendre en considération les besoins des employés et d'offrir des meilleures conditions de travail. On l'a bien entendu ce matin, et c'est très enthousiasmant. Et de l'autre côté, on a aussi un objectif d'optimisation, de flexibilité du côté des collaborateurs, en posant l'absence d'ancrage spatial et d'attachement spatial comme synonyme de flexibilité et d'agilité des collaborateurs. Et là, on retrouve la question du mythe des millennials, où finalement le collaborateur flexible, c'est cette idée de jeune qui peut changer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on pose la question, on faisait la différence ce matin entre le tripalium et l'opère, enfin aussi de se renouveler sans cesse est devenu une valeur et pas la question de capitaliser sur un existant et de développer un existant. Donc ça peut être aussi une question qui se pose. Et finalement, cette avancée en termes de conception spatiale peuvent aussi être un miroir aux alouettes si par contre, et c'est ce qui a été évoqué aussi, si toute la question managériale ne suit pas. Parce que si on donne l'impression qu'on a des responsabilités qui sont égales ou si on a une hiérarchie qui est aplatie, mais en définitive, à la fin, on a quand même une hiérarchie qui est existante, n'est-ce pas pire que finalement d'afficher directement le fait que si, il y a quand même un N+1 qui va prendre la décision et que vous avez une autonomie certes, mais qui est quand même malgré tout limitée. Donc finalement, les accompagnements, si on parle de spatial, il faut toujours avoir aussi cet accompagnement cet accompagnement managérial et réfléchir aussi à toute cette question de la délimitation, une grande interrogation que moi je me pose, la délimitation entre sphère publique et sphère privée, entre moi professionnel et moi public. Où va-t-on avec ça? Je vous remercie. Je sais que c'est beaucoup de questions, mais vive le débat. Merci beaucoup. Merci. Idéal pour lancer le débat, mais on va d'abord laisser la parole à Nathanaël Mathieu. Alors, toutes ces conclusions, toutes ces questions, ça peut être presque un peu vécu comme des déceptions, je ne sais pas, ou des problèmes de perception, mais aussi des opportunités. Nathanaël, je te laisse enchaîner là-dessus. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Nathanaël Mathieu. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle LBMG Worklabs, que j'ai créée il y a 6 ans, et qui s'est donné pour mission de changer le monde du travail, en toute humilité. Et derrière, qu'est-ce que l'on fait? On aide des entreprises de toute taille, grandes et plus petites, à appréhender un peu différemment l'organisation du travail et les modes de travail dans l'entreprise. Que ce soit le télétravail, la mobilité, la responsabilisation des salariés, ou des démarches en amont de gros projets de bureau, avec toujours l'idée qu'il faut co-construire et que l'entreprise fasse, et non pas qu'elle demande à des gens de faire. L'autre point, c'est qu'on est une start-up, on a créé un site qui s'appelle Néonomade, qui est le site de référence des espaces de coworking en France depuis 6 ans, et on est issu de ce mouvement, justement. Et je reviendrai là-dessus parce que j'ai quelques éléments de réponse aux questions que Chloé a soulevées.
Maintenant, sur le sujet du marketing. Oui, les millennials, c'est marketing. Oui, l'entreprise libérée, c'est du marketing. Mais oui, il y a un énorme sujet autour du travail en France. Très clairement, on ne peut pas continuer comme ça. On a fait le tour de France du télétravail et des tiers-lieux avec Yoann Duriot, avec pas mal d'acteurs. On est allé dans toutes les villes de France à la rencontre des entreprises, des territoires, des salariés. Et à chaque fois, on est quand même absolument... je suis assez terrorisé par le manque de confiance, le manque de sens que les personnes ont aujourd'hui, en majorité, dans leur travail. On parlait de ces jeunes que l'on voit trop agiles, trop flexibles, etc. Aujourd'hui, il y en a 2 sur 3 qui ont des problèmes d'accès à l'emploi qui sont terribles. Et à l'inverse, on a des tas d'entreprises qui nous disent « mais j'arrive pas à recruter ». Moi, j'arrive pas à comprendre ce paradoxe. Et en même temps, quand on creuse, on les voit, les raisons de tout ça. Entre des profils, en effet, CSP+, ou en tout cas plutôt diplômés, qui ont plus de liberté, plus de flexibilité, et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'arrachent. Et puis des profils qui ont plus de difficultés à accéder à l'emploi, et qui aujourd'hui se sentent démunis, et qui du coup deviennent justement un peu les personnes qui sont les perdants de l'ubérisation dont vous parliez hier, et qui deviennent des livreurs, des Deliveroo ou Uber. Bon, ça, c'est une réalité. Derrière, on peut parler de marketing, etc., mais en fait, il y a quand même une réalité qu'il faut aider les entreprises à faire leur mue. Et quand je dis faire leur mue, c'est pas juste revoir leur immobilier et créer des bureaux cool qui s'inspirent du coworking. C'est très clairement arriver à prendre le sujet de la culture de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise, de l'évolution du management à bras-le-corps. Et ça demande du courage. Ça demande aussi de l'aide parfois, parce que ce n'est pas toujours évident, et beaucoup d'entreprises sont perdues là-dessus. Et il n'y a pas de solution miracle, c'est que du sur-mesure. Oui, l'entreprise libérée peut donner une inspiration. Oui, ça peut devenir un objectif. Après, comment ça va se passer ? Il n'y en a pas une qui fera comme Favi ou comme Imatech à Nantes, où chacune va vivre sa trajectoire. Mais de toute façon, c'est un peu le principe de ça, c'est de se dire... Aujourd'hui, on a des dirigeants qui doivent revoir leur modèle économique tous les 18 mois, trouver des nouveaux produits. On a parlé d'innover, collaborer. On est un peu dans cette course à l'innovation, à la collaboration. Donc on fait tout un peu, parfois n'importe comment, en se disant, bon, il me faut des lieux, il me faut créer un lieu où il y a toutes les startups. Et puis du coup, le fait de mettre mes salariés à côté, on va créer des nouveaux produits. Bon, tout ça, on le voit. Il suffit d'aller faire un tour juste à côté, à l'Open Factory ou dans des tiers-lieux. Il ne s'agit pas juste de mettre des gens et des startups à côté et des salariés à côté pour qu'ils sortent des choses. Il faut l'animer, tout ça, ce processus. Il faut avoir une vision. Il faut au moins avoir un objectif. Et donc, pour moi, c'est ça, je trouve, aujourd'hui qui manque. On est bombardé de concepts, etc. Mais dans la mise en œuvre, les entreprises, bien souvent, elles sont là avec un peu d'inspiration, mais pas d'objectif, pas vraiment de but, et surtout une peur terrible de s'attaquer au vrai problème qui est l'organisation du travail et la culture. Donc je pense que ça, c'est un sujet. Après, juste pour répondre à un autre point, parce que c'est un peu notre cœur, ça fait 6 ans qu'on travaille sur l'accompagnement au télétravail. Donc, que le télétravail pose des questions autour de qu'est-ce qui se passe, la rupture du collectif, etc. Aujourd'hui, il y a quand même des retours extrêmement clairs sur le sujet, sur le fait que, d'une manière générale, les entreprises ont peur que ça arrive, cette rupture du collectif, et généralement, dans 90% des cas, en fait, les impacts sont plutôt soit neutres, soit positifs. C'est-à-dire qu'en fait, les moments de retour dans l'entreprise sont du coup des moments d'intense collaboration. Et donc, on a plutôt tendance à, quand on revient dans l'entreprise, créer des mouvements où on collabore plus qu'avant. Parce qu'avant, on ne se posait pas la question, finalement, de collaborer dans l'entreprise. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça. De même sur les modes de management. Le télétravail, souvent on se dit « ouais, mais comment je vais manager s'il est à distance ?» Mais la question, tu devrais te la poser depuis longtemps quand même, de comment je devrais manager. Ce n'est pas une question de distance. Et donc tout ça, en fait, je pense que ces questions, ce sont en effet des révélateurs très clairs de dysfonctionnement, très massifs dans la plupart des entreprises aujourd'hui, et que c'est ces sujets-là qu'il faut traiter. Et après, derrière, juste être réaliste dans son envie de se transformer. Ce n'est pas la peine de faire des plans... à 6 ans, 7 ans, etc. Il faut y aller par des démarches. Là encore, où je pense que l'approche design est très intéressante. Et je ne suis pas designer, mais en tout cas, la démarche d'aller par des démarches d'expérimentation, de tester
un peu comme ce que tu fais à Lyon sur les sujets de ville, de se dire on teste, on regarde ce qui se passe, on adapte, à la limite on peut se dire qu'il y a un échec, on repasse à autre chose. Ça, c'est nécessaire de le faire sur une approche d'immobilier, de bureau. Ça peut être une très bonne façon de commencer des dynamiques de co-construction avec des salariés, parce que le bureau, c'est quelque chose que tout le monde appréhende bien. Mais après, il faut aller au cœur du sujet, qui est comment on travaille ensemble. En démarrant vraiment sur la micro-expérimentation, quoi. Je pense que hors de ça, on ne peut pas s'en sortir, parce que tout va tellement vite que si on se lance sur des projets trop gros, trop ambitieux, vu la rapidité à laquelle les choses changent, on n'arrive pas à faire cette révolution, on n'arrive pas à faire les changements. Okay. Je reviens sur la cohabitation peut-être de deux populations, parce qu'on a vraiment deux populations distinctes entre les digital natives, ces enfants de la révolution numérique, qui maîtrisent évidemment quasiment d'instinct tous les outils numériques, qui baignent dans c'est ce qu'on j'ai en tête, dans cette mobilité, cette agilité, et puis leurs aînés avec une histoire forte, ancrée dans des méthodes, des expériences d'avant. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ces transformations sont réservées uniquement à une de ces deux catégories? Je repose volontairement cette question et voir qui veut répondre à cette question. Chloé ou... Voilà, clairement, je fais partie de la génération X, je crois, c'est ça. Hein. Et je dirais que le seul empêchement que j'ai aujourd'hui, c'est l'accès simple, immédiat au mode de communication de la génération naissante. Voilà. Mais en dehors de ça, je n'ai pas du tout l'impression d'être empêché de travailler au milieu, de travailler avec. Et je pense que c'est vraiment une question de management et d'envie de découvrir, de faire découvrir, de partager, qui est à l'origine de cette génération. Donc je ne crois pas qu'il y a des générations qui soient opposées l'une à l'autre. Il y a juste une révolution technologique qui s'est passée entre-temps et qu'effectivement, moi, je ne suis pas du tout agile avec les outils comme le sont ceux qui naissent aujourd'hui ou ceux qui sont nés en 80 ou en 90. Mais je ne crois pas à une confrontation et à des besoins extrêmement différents des générations. Et je trouve que cette opposition des générations me gêne. Voilà, dans le monde de l'entreprise. En revanche, avoir un patron, je vais reprendre une étude qu'avait menée Catherine, qui était absolument fantastique et dont elle parlera beaucoup mieux que moi sur les modes de management. Un patron autocratique et un patron, alors celui qui avait les petits poissons, là, c'était démocratique, c'est ça ? Voilà, Catherine va vous expliquer ça. Mais ça, c'était vraiment important. Donc ça, ce sont vraiment des modes de management qui ont du coup des modes d'organisation de l'entreprise qui sont différents, des modes de reporting qui sont différents. On voyait tout à l'heure dans les chiffres que 85% des personnes faisaient du reporting toute la journée, et ce que je trouve absolument fou, parce que du coup, on n'a pas le temps de partager, on n'a pas le temps de construire, on n'a pas le temps d'échanger, on n'a pas le temps d'analyser, on ne fait que du reporting. Donc là, c'est des vrais sujets, mais je ne crois pas trop à la confrontation des générations. Effectivement, et ça peut peut-être faire rebondir sur notre invité du Japon. Il y a quand même de grosses disparités culturelles, et la question que vous posez sur est-ce qu'il y a-t-il plus de différence entre des gens qui ont le même âge et qui n'ont par exemple pas fait le même type d'études ou qui n'ont pas grandi au même endroit, c'est encore décuplé quand on parle de traverser les frontières et d'habiter et de grandir dans d'autres univers. Donc moi, je voudrais en savoir plus sur les différences entre le coworking au Japon et en France. Parce qu'à mes yeux, pour avoir un petit peu travaillé sur le Japon, il y a d'énormes différences culturelles dans le rapport au temps, le rapport à la hiérarchie, à ses parents, à l'éducation. On ne s'adresse pas à son enseignant de la même manière, donc encore moins à son chef. Et pour avoir un peu travaillé sur l'éducation, par exemple, au Japon, il est clair qu'on a une autre attente par rapport au contenu, par rapport à l'erreur, par exemple. On sait tous que se tromper dans certaines cultures, c'est fatal. Alors que dans d'autres, c'est la meilleure façon de progresser et d'avancer. Donc, sur l'aspect générationnel, on a tous
qui sommes dans les sciences humaines, à un moment ou à un autre, dû traiter cette question, parce qu'il y a une quinzaine d'années, c'était effectivement la grosse question marketing. Est-ce qu'il faut tout faire pour les nouvelles générations? Qu'est-ce qu'on fait des autres, etc. La réalité, c'est qu'on cohabite tous ensemble. Et qu'a priori, pour reprendre des belles phrases telles qu'elles ont été évoquées ce matin, il faut les mettre en réseau et en résonance, les générations. Elles ont besoin les unes des autres. Et il y a 40 ans, il y avait déjà de l'anti-establishment sur pas mal de choses. Et on regardait les gens qui avaient 20 ans dans les années 60, dans les années 40 et autres, avec le même œil qu'on regarde aujourd'hui ces 18-35 ans qui arrivent. Et c'est tout notre environnement qui change. Et il faut qu'on adapte un petit peu nos temps d'adaptation. Mais comme le dit Nathanaël, il y a des vraies questions qui sont exacerbées quand on est plus jeune, parce qu'on a un regard sur l'avenir qui est un peu différent de quand on a 40, 50 ou 60 ans, où on a acquis toutes ces expériences. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant. Ça fait nous poser des questions, mais il va bien falloir qu'on adapte tout ça dans quelque chose qui soit harmonieux et qui s'enrichisse mutuellement. Je voudrais juste apporter une vision terrain. Aujourd'hui, nous, on est une société d'informatique, comme vous pouvez l'imaginer. On a de l'Y, on a de l'X, on a de tout le monde. Et je trouve que la réflexion de dire il faut travailler ensemble et mutualiser les expériences, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours. Alors qu'on travaille dans un domaine IT, on est quand même tous les jours bousculé, on va dire, par les jeunes, et ça c'est super, nous, parce qu'ils sont facilitateurs sur tous les outils, mais l'aspect facilitateur aussi, à des moments, pose des problèmes où l'aspect je suis jamais déconnecté, est-ce que je suis en train de travailler ou est-ce que je suis dans le côté personnel, et en fin de compte, après moult réflexions au niveau de notre entreprise, on est plutôt parti sur une ouverture, un état d'esprit, qu'il y avait simplement des missions à réaliser, que si ces missions étaient réalisées, on va dire, dans les temps, l'aspect après, on va dire, anecdotique de je travaille ou je regarde des choses, on va dire, d'un côté personnel ou professionnel, de toute façon, au milieu de tout ça, on apprenait. Et on partageait. C'est-à-dire que les anciens, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, tous les jeunes, globalement, ils développent chez nous, c'est des codeurs, avec de la musique. Nous, les anciens, la musique, quand on était plutôt dans une espèce de spiritualité d'analyse, et plutôt avec du silence. Aujourd'hui, tout le monde écoute avec des écouteurs, et en plus, ça nous isole bien, et ça nous permet d'être globalement plus performants. Et ça, en fin de compte, on auto-apprend. Et globalement, les générations Y, je veux dire, de temps en temps, reviennent sur des fondamentaux, les demandent, et ça nous surprend. Parce que c'est pas aussi carré que d'être novateur avec tout ce qu'on a autour de nous aujourd'hui. De temps en temps, il faut se rassurer, il faut revenir à des choses carrées, et c'est là le partage. Et là, globalement, ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que l'entreprise, elle grandit de tout ça, sauf qu'il faut qu'elle l'accepte. Merci Daniel. Shoshiro, do you have something to say about it? Do you want to explain? Yes. Well, sorry. I had lots of keywords. J'ai énormément de mots-clés en tête. On a parlé des millénials, nous avons parlé des différences entre la France et le Japon, la différence entre les genres potentiellement. Mais je voudrais dire, je ne sais pas vraiment si moi je fais partie de la génération des milléniaux. Des millénials, je n'ai pas 25 ans, j'ai plus de 30 ans. Mais je pense que il est difficile de parler d'une génération. Moi, si je pense à quelqu'un qui a l'âge de mon père par rapport aux millénials, OK, il y a des différences au niveau de l'état d'esprit. L'important, je pense, c'est justement cette histoire d'échange, que les deux arrivent à s'inspirer. Moi, c'est ça que je constate. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Aussi, en France, si je regarde les millénials comparés à ce que l'on voit au Japon, comme cela a déjà été dit, je pense qu'il y a ces jeunes générations, il n'y a pas qu'une jeune génération, il y en a tellement. Et comment définir une cible précise? On ne peut pas mettre les gens dans des silos et dire cette personne est un millénial, comme on dit en anglais, point barre. C'est très difficile. Je cherche un peu mes mots.
think we understood. Je crois qu'on a compris. Merci, un très grand merci. Nathanaël, moi, je voudrais bien revenir sur l'accompagnement, la transformation. C'est quoi les clés d'une transformation réussie pour tous? Alors, parce que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes? Tu l'as amorcé, mais... C'est ça. Non, en fait, moi j'ai des idées par rapport à ce que l'on a pu faire avec des entreprises, donc ça je peux en témoigner. Après, j'imagine que la vérité est différente pour chaque entreprise. Un des premiers sujets, je trouve, c'est clairement quand on décide de transformer l'organisation du travail ou de s'attaquer à la culture, de bien se poser la question de où on veut aller, où on voit l'entreprise dans 3 ans, 5 ans, en termes d'organisation du travail. Essayer de réfléchir et d'impliquer à minima toute la direction de l'entreprise sur ce sujet-là. Je dis bien direction au démarrage. Ça ne veut pas dire qu'on se fout des salariés après, hein. Mais c'est de se dire, à un moment, dans une entreprise, les salariés, ils ont quand même besoin de sentir, d'être en confiance sur le fait que voilà, les choses vont changer et que les dirigeants, ils savent aussi où ils vont. Ça ne veut pas dire qu'ils vont décider de tout, mais qu'au moins ils sont clairs sur le fait que voilà les enjeux en termes d'usage au travail, en termes de mode de travail, en termes de là où on veut aller, sur la responsabilisation des personnes, sur l'autonomie, sur la place des managers. Et donc ça, bien souvent, en fait, il n'y a aucune réflexion sur ce sujet. On peut avoir des réflexions sur l'évolution des produits, sur les modèles économiques, sur plein de choses, mais sur la transformation, sur l'interne, il y a très peu de réflexions. Parfois, à l'occasion d'un déménagement ou d'un projet immobilier, on va réfléchir un peu au mode de travail, aux usages, mais on se projette très rarement sur tout le reste. Parce qu'on juge que c'est trop compliqué ou pas assez important, ou je ne sais pour quelle raison. Donc ça, il y a un vrai sujet qui peut être assez simple à faire, hein. C'est réunir pendant une demi-journée les membres dirigeants en disant, bon voilà, en les secouant, en les bousculant un peu, mais pour les faire sortir un peu de leur zone de confort en disant où vous voulez, où vous situez la boîte sur ce sujet-là dans 5 ans. Après, définir aussi un cadre. Si vous partez, on va de plus en plus quand même, on parlait de collaboration, etc., vers une démarche où on essaye un peu plus de responsabiliser. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans l'entreprise veut être décideur, etc., mais en tout cas d'être plus dans une démarche de co-construire et de faire remonter plutôt que de faire descendre. Là, il faut quand même définir quel va être le cadre, ce sur quoi on va décider de faire travailler les salariés. Et qu'est-ce qu'ils pourront faire? Et dans ce cas-là, on leur délègue la responsabilité, les lignes budgétaires, on fait vraiment de la délégation, pas de la pseudo-démocratie participative comme pas mal d'élus nous ont habitués à faire dans nos villes, mais très clairement, aller vraiment dans la délégation et donner des budgets, donner des vraies décisions. Par contre, pour éviter que ça parte dans tous les sens, il faut quand même définir le cadre. Parce que si on ne met aucun cadre, à un moment, ça peut vraiment partir dans des sujets, on en parlait en amont, où les salariés vont être demandeurs sur tout et n'importe quoi. Et à un moment, vous n'allez plus pouvoir remettre une ligne directrice sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on fait, des ateliers, direction après atelier avec les salariés, et surtout la dynamique de on passe la main, on fait faire, et on arrête de mettre des plans sur 10 ans. J'ai l'impression derrière tout ça, il faut quand même les former, ces nouveaux managers. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Alors, vous les accompagnez dans la transformation, mais est-ce qu'en amont, on ne doit pas se poser la question aussi de la formation de ces futurs managers pour travailler autrement, pour innover autrement dans ces entreprises, dans ces organisations, parce qu'on parle de l'entreprise, mais de manière un peu plus large. Est-ce qu'aujourd'hui, en France ou ailleurs, on a... moi, je connais un programme d'une grande école française qui accompagne et qui est bien dans cette démarche-là, dans une démarche vraiment de design thinking. Voilà, je voudrais avoir votre avis sur cette question de la formation de ces managers. Je peux répondre très vite, mais on a justement monté un atelier avec Catherine sur les nouvelles formes de leadership. Et il y a vraiment des questions qui se posent autour de cette posture managériale, en se disant que bien souvent, en fait, il faut partir du principe que le manager, on ne l'a pas aidé à se former, donc bien souvent, il ne manage même pas, en fait. Donc ça, c'est quand même la réalité de base.
Donc déjà, apprendre les bases du management et après poser la question de si on va demain vers des structures qui sont, comme c'était dit ce matin, plus horizontales, plus collaboratives, en effet, la posture managériale doit changer. On doit aller, et c'est pas moi le spécialiste du sujet, vers plus de leadership, etc. Mais du coup, là, c'est des transformations individuelles qu'il faut mettre en œuvre. Et donc, la transformation individuelle ne se fait pas en claquant des doigts. Et les impacts potentiellement pour le reste des équipes, il est important aussi. Ce n'est pas pour rien que dans les démarches d'entreprises libérées, vous avez 10 à 15% des managers qui partent, parce qu'ils n'adhèrent pas. Donc, très clairement, il faut aussi voir que ces transformations, elles vont aussi créer des formes de casse sociale, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pour la formation managériale. Et après, il y a toute la question, mais là, c'est encore un autre sujet, de la formation des compétences, avec les métiers qui évoluent à toute vitesse. Et à mon sens, la responsabilité qu'ont aujourd'hui les entreprises et aussi les pouvoirs publics sur l'anticipation dans la formation des personnes pour qu'elles se renouvellent dans leurs compétences, parce que demain, il y a une grande majorité des gens qui vont perdre leur emploi. Et là, encore, je pense que tout le sujet sur ce que tu disais, Catherine, sur faire de l'entreprise un terrain où on apprend en permanence, c'est vraiment ça le sujet, parce que les formations telles qu'elles sont prévues aujourd'hui, on sait bien que ça ne répond pas à cette notion d'adaptabilité tout le temps. Voilà, ça c'est pour moi un début de réponse. Après, là encore, je pense, vous avez trouvé que je suis trop coworking, mais je pense qu'en allant dans les coworking, vous avez aussi des tas de choses qui peuvent être hyper inspirantes sur le fait de l'apprentissage par les pairs, justement le fait de créer des modules finalement de formation, mais qui ne sont pas des formations sur étagère, qui sont juste en temps réel, etc. Ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer aussi les entreprises aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si on veut faire réagir la salle peut-être, mais en tout cas, c'est clair que c'est un sujet extraordinairement passionnant, le renouveau du leadership, parce qu'aujourd'hui, quand on a eu la chance peut-être d'être formé au leadership, et Florence qui a travaillé dans des grands groupes le sait, c'est des écoles d'élite où en gros on est choisi, on ne sait pas trop bien comment, on est proposé, et puis après on fait tout un parcours un peu caché parce que voilà, il faut accéder à des niveaux un peu privilégiés. Mais dans la réalité, le leadership aujourd'hui doit se préparer à gérer l'ingérable, anticiper l'imprévu, être un animateur qui inspire les gens, qui fait qu'ils ont envie de venir, que leur travail a du sens, plutôt que celui qui contrôle les entrées et les sorties, les heures de bureau, et des tas de choses comme ça. Donc c'est très compliqué. Et très honnêtement, tout le monde n'a pas envie de faire ça finalement. Autant c'est une aspiration statutaire, on a tous envie de monter dans la hiérarchie, mais ça aussi, c'est des images d'inconscient collectif qu'il faut peut-être changer, parce que dans sa carrière, on le dit tous, hein, hier on disait qu'à un moment donné, on vivra peut-être au-delà des 100 ans. Ben, il faut les occuper, les années de travail jusqu'à 100 ans. Comment ? Oui, ça c'est sûr. Et du coup, tout le monde n'aspire pas forcément à être dirigeant avec tout ce que ça veut dire, ou à être leader avec tout ce que ça veut dire. Donc c'est certainement, il faut beaucoup de courage. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de courage. Ça a été évoqué ce matin aussi. On ne transforme pas une organisation, quelle qu'elle soit, de quelque taille possible, de quelque activité, sans avoir une conviction forte. Et ça a été dit aussi ce matin. Mais après, il faut entraîner les autres. Et c'est la raison pour laquelle il faut remettre effectivement l'accent sur qui on est comme entreprise, quelle est notre culture, quels sont nos atouts, afin qu'on avance tous ensemble, plutôt que de voir arriver un concurrent qui vous débarque, qui arrive et qui vous met à plat, quoi. Il faut aussi que le manager soit bien dans sa peau pour pouvoir ouvrir les débats, ouvrir la discussion et être vraiment l'animateur de son département. C'est super important parce que globalement, on sait tous que on est bien meilleur à plusieurs que tout seul. Mais il faut accepter ce dialogue et redonner de la responsabilité à nos subalternes, et ça c'est important. Aujourd'hui, ce sont des actions que nous on mène dans nos départements différents pour pouvoir se faire réapproprier à chaque acteur d'un département ses responsabilités, sa technologie, mais d'être force de proposition à tout niveau. Et de ne pas simplement exécuter une tâche, parce que ça c'est terminé. Je veux dire, il faut bénéficier du savoir de l'ensemble de nos collaborateurs, et surtout, quelque chose qui paraît peut-être simple mais qui ne l'est pas, c'est de les faire s'exprimer et de les faire se développer. Parce que le problème de l'erreur, personne n'ose parler, bien souvent quand on est dans une réunion, le manager il est là aussi pour être l'animateur, pour donner la parole, pour susciter la controverse, et d'accepter qu'on ne soit pas d'accord avec lui.
Et ça, aujourd'hui, c'est encore nouveau. Je vous propose peut-être d'ouvrir, parce qu'il y avait d'autres questions, mais est-ce que certains d'entre vous souhaitent déjà poser déjà une question pour nos intervenants ? Oui, bonjour. Il me semble que tout au long de la discussion, ce à quoi on assiste, c'est effectivement la considération que de prendre à la fois le salarié et l'entreprise comme des choses quasiment autonomes et souveraines. Tout à l'heure, vous avez parlé de la porosité des espaces privés, des espaces publics. On pourrait traduire ça comme ça. Ce n'est pas une porosité qui est très, très nouvelle, pour le coup, puisqu'on en parle quand même depuis 30 ans. Mais il me semble que le numérique amène quand même une autre dimension qui est de l'ordre d'une instance tiers, qu'on ne voit pas tellement, d'ailleurs, assez invisible, qui est aussi pour autant assez immersive et violente, qui sont ces instances qui travaillent à l'économie de la captation, l'économie de l'attention. Et si je reprends, qui fausse un petit peu le rapport un petit peu binaire qu'on peut avoir entre le salarié et l'entreprise, si tant est que puisse l'entreprise être une entité très structurée, aussi visible que ça, et introduit une tiers instance dans les rapports au travail. Je pense que Béatrice Arendts, chez Steelcase, avait fait des travaux comme ça sur l'économie de l'attention, et notamment, elle avait pris pour exemple le régime de la notification, notamment qu'on a tous sur nos téléphones portables, et qui fait que le rapport qui était peut-être frontal ou direct du salarié avec son manager, il est aussi complètement faussé par cette tiers instance assez invisible et qui pourtant est à l'œuvre, hein. Je pense que tout le monde ici a fait un jour la rencontre en allant faire ses courses avec une caissière qui est en train de régler ses problèmes au téléphone en même temps. Donc conjointement, on parle des digital natives pour l'instant là. Pour autant, ce n'était pas une question d'âge. Et est-ce que du coup, la considération de ces tiers instances-là, qui sont aussi des instances de pouvoir, qui sont aussi des instances de capitalisme industriel, pour le coup, est-ce que ça ne vient pas un peu fausser et faire bouger les lignes que vous décrivez depuis tout à l'heure ? Si, bien sûr, vous avez tout à fait raison. J'en ai pas parlé parce que j'ai dû faire des choix sur quoi j'allais faire résonner la discussion. Mais tout à fait, Béatrice, elle a aussi réfléchi sur comment on ferme la porte du numérique. Fermer la porte de l'auditorium, c'est facile, on le fait, voilà, la porte est fermée. Fermer la porte de son téléphone portable, ne pas regarder ses mails et se dire j'ai 1 heure maintenant d'attention complète où je vais limiter la dispersion. C'est ce qu'il faut qu'on apprenne chaque jour, qu'on entend régulièrement dans les ateliers. Or, c'est nous qui décidons de mettre sur mute, de mettre sur off, etc. Mais c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui parce qu'on se sent dans cette spirale. Donc, tout à fait, ce qu'on appelle le numérique, le digital, c'est clairement un tiers qui arrive et qui est aussi présent souvent que le physique, finalement. Je pense que la question est intéressante, mais si on va directement sur le numérique, moi je vais être un peu polémique, mais est-ce qu'on a envie tous de fermer cette porte ? Je veux dire, voilà, aujourd'hui, moi je me confronte à des problématiques claires et nettes, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi qui vient d'arriver sur le cloisonnement entre professionnels et privés, et l'entreprise est assujettie carrément à expliquer comment elle fait à un moment donné pour bien séparer tout ça. Il y a des sociétés qui disent on n'envoie plus de mails à partir de 21h, 19h, enfin n'importe quoi, ils font comme ils veulent. Sauf que moi ce que je pense c'est qu'il faut aussi laisser une certaine liberté. Parce que moi globalement, comme on envoie des mails n'importe quand, je m'en fous. La seule chose que je me mets, et ça c'est important je pense, c'est quand même à moi de m'approprier si je réponds ou si je ne réponds pas. Par contre, d'avoir l'information, alors bon, c'est sûr, s'il y en a qui écrivent à 4h du matin, mais bon, on peut éteindre le téléphone aussi. D'avoir le temps. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que je reçois quelque chose et je réponds tout de suite. Et on connaît tout le temps les défauts de ce problème-là. Aujourd'hui, revenons à ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, je reçois une information, je l'analyse, je la dissèque et j'y réponds. Et le numérique n'est qu'un stylo. Enchanté Daniel, il y a longtemps que je ne t'avais pas vu.
Je connaissais Logarithme, après aujourd'hui Assis, donc un beau fleuron à Saint-Étienne. Ouais, mais c'est intéressant, je n'avais pas prévu de réagir, mais en fait c'est intéressant, mais là tu as vraiment une vision, en fait, par contre, dans le cadre d'une entreprise technique où vous pouvez couper. Or aujourd'hui, le problème, la boulimie de l'information, tu le sais, c'est un vrai problème. Même ceux qui faisaient de la veille, ils font plus de veille, ils font de la curation. Maintenant, on a les web curators, et donc en fait, ça devient plus possible. Alors si vous, dans les entreprises, maintenant, vous avez arrivé à couper avec cette surinformation, j'imagine, sachant que vous êtes une entreprise de pointe, puisque vous êtes votre la petite structure qui fait des Amazon, quoi, finalement, vous organisez des grands entrepôts. Je le dis, c'est le coup de pub pour les Stéphanois. Mais par contre, d'un autre côté, moi, je voulais aussi t'emmener. Donc voilà, c'est plus facile pour toi qu'en entreprise. Or aujourd'hui, quand on est des freelances, quand on est des indépendants, des créateurs d'entreprises, start-up, net-up, c'est pas évident. On a beaucoup trop d'informations, surtout depuis les 2-3 dernières années, où justement ceux qui étaient contre s'y sont mis. Et d'un côté, maintenant, ils font leur propagande, voilà, sur leurs réseaux, et du coup, ça pollue les flux d'informations. Et ça, c'est vrai que ça devient difficile. Mais moi, en fait, c'était, si j'avais dû prendre la parole, c'était plus par rapport à l'évolution de votre métier. Comment ça se passe dans tes équipes vis-à-vis justement que maintenant vous branchez alors vous avez toujours été un peu en pointe quand vous prenez des objets, voilà, le manutentionnaire, il sait où doit aller, etc. Mais là, carrément, vous êtes, j'imagine, avec un gros R&D. Il y a aussi les entrepôts avec les drones, des choses comme ça. Donc comment vous adaptez et surtout comment vous parlez d'éthique ? Parce que ça n'a pas été trop abordé aussi dans ces notions de mutation. Et voilà, je n'avais pas prévu au début de parler, mais ça m'a fait rebondir. Et du coup, moi, j'aimerais te demander l'éthique dans une grande entreprise comme la vôtre, qui est, je crois, numéro 2 ou numéro 3 mondial quand même dans votre domaine. Donc, comment vous faites pour parler de ça ? T'es gentil, on est juste 7 mondial. Vous avez régressé, vous avez régressé. Faut être modeste. Oui, l'éthique est un vrai sujet. Et il y a toujours diverses manières de l'aborder. Nous, on l'aborde dans un sens très précis, qui est à l'inverse de ce qu'on peut entendre politiquement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on développe des outils aussi bien software que hardware pour l'aide et l'assistance de l'humain, mais avec l'humain. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se passer de l'humain, on cherche à l'optimiser. C'est-à-dire on cherche à l'aider le plus possible dans sa tâche. Et c'est vrai que, particulièrement dans l'entrepôt, ça révolutionne de temps en temps les méthodes, la manière et le travail. Pourquoi ? Parce que je vous donne prendre un exemple concret. Aujourd'hui, on équipe des gens avec, je disais tout à l'heure, des lunettes, mais tout simplement avec des casques et de la voix, où tout est toujours pareil. Hein. Un des objectifs qu'on a, c'est que quand vous faites vos courses, globalement, vous avez une fiche où vous savez dans votre tête. Nous, les mecs, on a plutôt dans la tête, les filles ont plutôt des fiches. Et n'empêche qu'on fait un peu tout et n'importe quoi, et le système veut qu'on achète tout ce qu'on ne veut pas. Nous, on est là pour être optimal, c'est-à-dire on est dans un entrepôt et on va aller aux bons endroits, au bon moment. Quand on va forcer un utilisateur à dire « va chercher tel élément, t'en prends 3 », et puis tout de suite après on lui dit « va chercher le suivant, prends-en 4 », etc., c'est super rentable, ça va super vite. Et aujourd'hui, c'est ce que demandent globalement nos clients. Alors comment ça a changé ? Ça a changé parce que quand on amène ces outils, on a beaucoup de volontaires. Réellement. Il faut des volontaires, des gens qui ont envie de travailler avec ces outils. Eh bien, il n'y a pas de souci, on a tout le temps. Pourquoi ? Parce que ces outils coûtent assez cher et ils s'imaginent que le fait de travailler, ils vont passer dans une nouvelle classe et demander directement, comme tout le monde, une petite augmentation parce qu'ils vont plus vite, travaillent mieux, ils ont des outils qui coûtent cher et donc ils seront plus rentables. Et puis après, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que c'est tellement rentable, ça va tellement vite qu'il faut changer un peu les méthodes. Parce que quand vous êtes vraiment... Alors j'allais dire agresser, mais parce que c'est tellement prenant. Assister à la préparation de commandes, il faut non plus avoir des pauses, par exemple, toutes les 2 heures, mais en avoir toutes les 20 minutes. Parce que quand vous faites 20 minutes sans vous arrêter, on vous donne un ordre, vous répondez oui, on vous en donne un autre, vous allez ailleurs, vous répondez oui, ou vous dites erreur, etc., vous êtes sollicité intellectuellement et au niveau de la fatigue, ça se ressent. Au niveau de la lassitude, ça se ressent. Donc on va changer le modèle. N'empêche qu'au milieu de tout ça, on va gagner de la qualité, de la gestion d'erreurs et une optimisation de travail. Mais toujours, nous, notre éthique, on se le base, on ne cherche pas à faire des robots. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup avec certains futurs présidents de robotique, etc. Eh bien, ce n'est pas notre créneau. C'est-à-dire qu'on pourrait, c'est pas qu'on ne réfléchit pas, on y réfléchit en même temps, parce qu'on ne sait jamais, hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cadre de notre entreprise. C'est comment
j'aide et j'optimise les humains à être plus productifs, avec moins d'erreurs, et de le faire le plus simplement possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Chloé? Parce que j'aimerais bien revenir sur son étude ou peut-être faire réagir. Alors j'ai une question pour Chloé et pour Nathanaël. En fait, Chloé, ce matin, vous nous avez dit, alors si j'ai bien compris, hein, vous me dites si j'ai mal compris, qu'il y avait une part de votre questionnement qui venait du fait que finalement, tout le bien-être, tout ça, ça avait qu'un but d'être de plus en plus performant ou de moins en moins coûteux. Et qu'après, ce n'était pas forcément les aspirations de la génération Y, si on peut parler de génération. Moi, je suis vieux, j'ai bientôt 50 ans, je passe mon temps avec des objets numériques, je suis peut-être de type Y, mais pas de génération. Voilà. Donc la question de la performance aujourd'hui, est-ce que ce que les jeunes, ou ce que vous avez classé sur, on va dire, des gens qui rentrent sur le marché du travail, est plutôt un rejet de cette performance à tout craint? Voilà. Et pour Nathanaël, j'ai aussi une question qui est un peu dans le même genre. Vous avez de la chance, Nathanaël. Vous réussissez à faire verbaliser les attentes par rapport à l'organisation du travail dans les entreprises, si j'ai bien compris ce que vous faisiez. La place de la performance, il n'y a que ça ou il y a d'autres choses? Ou c'est vraiment le Graal ultime? Écoutez, j'ai pas de... Je ne pense pas, mais ceci dit, je ne me base absolument pas sur une étude de terrain. Donc j'ai un peu de mal à vous répondre, sauf en disant une impression, mais si on faisait une simple relève de lexique depuis ce matin, le terme de performance a été prononcé par absolument tout le monde. Donc je pense que la thématique performance, à chaque fois, ce qui a été évoqué, c'est toujours pour dire on donne du loisir, mais parce que les gens vont être plus performants. On va donner une sieste parce que les gens vont être plus performants. On va leur donner cette impression de pouvoir faire un baby-foot parce qu'ils vont se descendre et ils vont être plus performants et ils vont mieux communiquer pour être plus performants. Donc si j'analyse uniquement ce discours, oui, le terme de performance est très important et cette question du bien-être est une des conditions à la performance. L'entreprise, si on écoute le discours, a priori ne serait pas là pour provoquer du bien-être, sauf pour fidéliser une certaine frange de population, volatile ou non. Ceci dit, je ne pense pas que l'ensemble des dirigeants des entreprises soient cyniques et ne pensent qu'à la performance et qu'un objectif des organisations humaines est malgré tout d'espérer faire que tout le monde prenne plaisir à travailler dans ces entreprises. Donc je pense que ce besoin premier est existant. Mais malgré tout, il y a ce côté, effectivement, et qui est soumis tout simplement par une économie libérale extrêmement concurrentielle et qui est certainement très justifiée du fait que si on ne suit pas ce rythme infernal, et bien, du coup, l'entreprise va mourir, va licencier et les gens vont se retrouver au chômage. Le tout, c'est je trouve qu'il y a une tension entre un discours extrêmement porté sur la question du loisir, sur la question du jeu, sur la question de la gamification, sur la question d'être ensemble, du loisir. Et je ne suis pas sûre que le côté performance soit absolument transmis dès le départ à la question des employés. Je ne pense pas que le postulat soit posé dès le départ aux employés tels qu'ils arrivent, où on leur dit, voilà l'espace du bureau, saisissez-vous-en, mais l'objectif final, c'est quand même que vous soyez plus performants. Je ne suis pas sûre que ce discours soit porté auprès des employés. Ceci dit, je le comprends. Voilà. Mais pas d'études de terrain. Juste pour compléter, je pense qu'il y a des cas où les entreprises sont très claires sur le sujet, en disant que très clairement, elles sont dans un objectif d'être plus performantes, ce qui n'empêche pas qu'elles aient un vrai souci de qualité de vie au travail et de bien-être. Je veux juste compléter ça. Vous avez des exemples très simples. Vous avez le cas de la Maïf, qui a lancé des projets justement en mode personnes dans les centres d'appel, en leur disant on a un objectif à 3 ans de gagner 10 points en productivité. Quelles sont les idées que vous avez? Parce que nous, de notre côté, on est à court. Et c'est les salariés qui, en moins de 10 mois,
ont réussi à proposer les solutions, à trouver les solutions qui ont fait qu'ils ont augmenté leur productivité. Mais c'est eux qui ont proposé. Ça paraît évident, mais en fait, jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas fait. Donc tout ça pour dire que le discours de la performance, s'il est partagé et il est clair, il peut être, entre guillemets, approprié par tout le monde à partir du moment, et là on rentre dans un débat, où le partage des gains liés à cette performance, il est aussi pour tous. Maintenant, sur le sujet, sur la question qui m'était adressée de l'organisation du travail, en fait, ça va vous surprendre, mais très clairement, on peut le voir comme une donnée entrante, mais ce n'est pas le cœur de la discussion quand on fait ces ateliers-là. Ce n'est pas le cœur. En fait, le cœur, c'est simplement de se dire, aujourd'hui, par rapport à la façon dont les échanges et les collaborations sont organisées dans l'entreprise, qu'est-ce que l'on pense nécessaire de faire évoluer? Derrière, de se poser les raisons pour lesquelles on veut faire ça. Est-ce que c'est pour innover? Est-ce que c'est parce qu'il y a des douleurs, des dysfonctionnements très clairs qui ont été imaginés? Est-ce que c'est parce qu'il y a un projet immobilier qui a été identifié et dans lequel on veut rentrer? Et donc, en fait, la question clé dans ces ateliers qu'on fait, c'est vraiment de se poser les questions de manière générale sur tous ces sujets qui souvent sont entremêlés. La performance et l'efficacité étant une des données d'entrée. Une fois que vous avez fait ce travail, là, par contre, se pose la question de qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les actions que vous allez mettre en place? Là, vous rentrez dans une dimension financière et potentiellement de performance qui devient plus prégnante, et qui fait que derrière, il y a certains choix qui peuvent être faits, certains arbitrages qui peuvent être faits sur des expérimentations ou des choix de choses qu'on lance ou pas, qui peuvent être liés à des arbitrages financiers. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises, mais par rapport à un historique de 50 ou 100 ans de relations sociales parfois tendues, etc., n'arrivent plus à parler de rentabilité parce que bien souvent, elles sont allées beaucoup trop loin ces dernières années sur un discours complètement non partagé avec les salariés. Et donc aujourd'hui, le simple fait d'évoquer le sujet braque tout le monde. Donc c'est vraiment une question de comment on aborde le sujet et aussi comment on montre que l'on ne prend pas les salariés pour... voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous expérimentez, il faut aussi que derrière, si performance il y a, ce soit clairement à leur profit. Sinon, vous les baladez et vous n'arriverez pas à avancer. C'est pour ça que la démarche d'expérimentation par petits pas est intéressante, parce que s'ils se mettent à co-construire quelque chose, que c'est performant pour l'entreprise et pour eux et qu'ils y voient un intérêt, un, ils retrouvent du sens dans ce qu'ils font, deux, ils voient que ça profite à l'entreprise et à eux, et du coup, ils sont plus volontaires pour suivre. Donc ça pose quand même une posture des dirigeants qui est importante et qui n'est pas toujours possible dans certaines entreprises pour des raisons financières, d'administration, etc. Et donc ça, c'est aussi le rôle des dirigeants d'anticiper sur ça et de demander, s'ils ont besoin de demander, à leurs actionnaires notamment, cette capacité à faire. Sinon, ça ne sert à rien de se lancer. C'est pour ça que je parlais en amont de ce travail nécessaire des dirigeants pour qu'ils prennent, entre guillemets, leur disposition et aussi se dire que s'ils mettent une vision, il faut que derrière tous les outils, notamment les accords des gens à qui ils peuvent rendre des comptes, soient là. Oui, bonjour. Moi aussi, j'ai une question pour vous, Chloé. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 35 ans. J'ai créé une trentaine de sociétés dans le numérique, du jeu vidéo à l'Internet, en passant par la robotique. Puis, j'ai écouté votre discours qui m'a fasciné, puis qui m'a terrifié. Hein. Il est anxiogène, il est sceptique, et finalement, il est super politiquement correct. Je vais essayer de vous dire pourquoi, puis après, je vous poserai ma question. Anxiogène parce que j'ai entendu et j'ai noté compression, concurrence, désancrage, déconnexion. Donc finalement, quelque chose de super inconfortable. Donc vous prenez complètement le contre-pied. Vous avez dit que c'était des poils à gratter. Là, c'est plus du poil à gratter, c'est un tapis de bombe. Hein. C'est incroyable de cette ambiance de dire finalement, on est dans une dynamique d'innovation. On a le droit de l'observer, on ne peut pas la nier. Et je vous dis, depuis 35 ans que je la vis, on ne peut pas nier qu'il y a un changement dans le rapport social. C'est pour ça que je l'appelais politiquement correct. Il y a un changement fondamental dans le rapport social entre
justement les autorités que sont les entrepreneurs et leurs employés. On a passé quand même un cap de la lutte des classes, et on le voit dans le discours politique d'ailleurs actuel, qui va sur un autre terrain. Je vous ai dit aussi qu'il était sceptique, parce que finalement les chiffres que vous nous donnez, moi je les lis dans l'autre sens. Quand vous me dites que plus de 50% des gens, en disant que 50% des gens, considèrent que travailler dans un espace de coworking, c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire, c'est déjà étonnant. C'est déjà étonnant par rapport au schéma traditionnel. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une ambiguïté dans ce phrasé qui me choque un peu. Mais je vais en venir à ma question. Ça, c'était plus mon commentaire. Si j'avais été assis à côté de vous, c'est comme ça que je vous aurais répondu. Je suis assis en face de vous. Donc ma question, elle est plutôt de dire, est-ce que vous ne croyez pas que derrière tout ça, fondamentalement, il n'y a pas un changement de référentiel ? Est-ce que vous ne croyez pas que derrière, et c'est bien ça le sujet fondamental de ce débat, derrière ces enjeux d'innovation, comme on les a appelés, il n'y a pas alors que ce soit les millenniums, les digital natives, comme l'a dit Olivia, ou que sais-je, est-ce qu'il n'y a pas un changement de référentiel, c'est-à-dire qu'on est plutôt ébranlé plus profond dans la valeur travail ? Est-ce que les gens, justement, vont plutôt naturellement vers un tressage naturel de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle? Est-ce que tout simplement on n'est pas en train de changer d'air et ils ne sont, pour rebondir, étant un spécialiste du domaine, ils ne sont pas en train de devenir des robots, mais ils sont certainement plus des ouvriers? Écoutez, je vous avais dit que je posais des questions, donc je n'ai pas spécialement de réponse, et le fait qu'il y ait un changement de référentiel, certainement. Pour vous répondre, est-ce que mon discours était anxiogène? Non, pas particulièrement. Je ne pense pas. Je pose seulement par rapport à certaines observations, à certains espaces de bureau qu'on a pu effectivement analyser, certaines logiques peut-être mal pensées, ou peut-être poussées jusqu'à un extrême qui n'est certainement pas le cas de tout le monde, peuvent pousser à des transformations qui peuvent poser problème. Le fait d'être suivi partout, on peut se poser la question si, avec les capteurs, avec le fait, ça pose des questions de données personnelles qui peuvent être réglées tout à fait en amont, dire que ces données, on ne va pas les utiliser pour après avoir un management, un micromanagement de suivi à partir du moment où on observe que votre performance baisse et du coup, il y a quelqu'un qui va commencer à regarder exactement ce que vous faites et le chiffrer. C'est seulement plutôt des points d'alerte du fait qu'il y a une dynamique qui est observable et qui provoque énormément d'enthousiasme et qui permettent de libérer des énergies qui certainement n'étaient pas libérées avant avec une pensée en silo. Ça, c'est effectivement le cas, mais parfois, quand c'est soit mal compris, soit, comme l'a bien exprimé aussi Nathanaël, si le management ne suit pas et que ça devient un prétexte pour d'autres choses, parce que tout le monde n'a pas cette idée, ne fait pas ce travail en amont de retravailler sur la question du management, ça peut amener à certains points de friction qui posent problème. Je n'ai pas la solution. Peut-être qu'on a un changement effectivement de paradigme, mais de s'interroger sur cette internalisation de tout dans la vie du bureau, à savoir que vous faites votre sport, vous rencontrez vos amis, vous détendez, vous faites votre sieste sur l'espace du travail, ça peut correspondre à certaines personnes, comme ça peut ne pas correspondre à d'autres personnes. La question est, est-ce qu'à partir du moment où si tout ça est disponible sur le lieu de travail. Et si vous avez des employés qui refusent ça, qui viennent tout simplement faire leur travail, qui sont bons dans leur travail, mais qui ne participent pas à ces moments de yoga, qui ne veulent pas forcément manger à la cantine, mais qui veulent manger tout simplement dehors, ou qui ne veulent pas aller dans l'espace vert du bureau, mais qui ont envie de s'aérer dans l'espace public à côté, tout simplement pour fuir l'espace du bureau, parce que là, on est en train de vendre l'espace du bureau comme un espace merveilleux. Très certainement, mais il peut y avoir aussi des moments dans la journée où tout simplement vous n'avez pas envie. La question est, comment réussir à garantir le fait que le management n'en vienne pas du micromanagement et d'avoir une autre une sorte de stéréotype de dire il faut faire comme ça, une autre approche qui à nouveau réenferme cette normalisation. Merci. De comment on fait et comment on gère les gens qui finalement ne sont pas plus, comment on mesure la performance, comment on fait si par exemple du fait d'avoir ce casque, etc., ou d'avoir telle ou telle pratique qui est censée te rendre plus performant, finalement il n'est pas plus performant. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne?
Non, mais là, je pose pour voir tout. C'est pour ça que j'ai posé des questions pour voir comment est-ce qu'on fait pour éviter une nouvelle normalisation et garder cet esprit d'innovation. C'est plutôt comment on fait pour ne pas figer, parce que l'humain a tendance à figer. Donc, c'est pas forcément anxiogène, c'est plutôt des points d'alerte de dire, oui, mais comprenons bien l'ensemble du modèle et voyons qu'il peut y avoir d'autres présupposés. Il peut y avoir des présupposés de contrôle, il peut y avoir des présupposés de normalisation, et qu'il faut en être conscient tout simplement pour les éviter. C'était plutôt ça l'idée du discours. Merci Chloé, parce qu'on doit bientôt conclure, parce qu'on a complètement dépassé notre temps, mais je pense qu'on a tous, moi je suis chef d'entreprise aussi, au-delà d'organisatrice d'événements autour du design urbain, et je suis consciente de ça, mais je pense qu'on est finalement tous d'accord, mais ça passe par la médiation, j'en parlais tout à l'heure, et l'accompagnement au changement, parce que ce changement, il est irréversible, cette transformation est irréversible. C'est un fait et c'est hyper inspirant. On n'a pas été jusqu'au bout, parce que j'aurais bien aimé qu'on parle aussi à l'échelle de la ville aussi, parce que c'est intéressant de voir. Vous parliez tout à l'heure de requalification temporaire de lieux et tout. Enfin, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais en tout cas, je voulais remercier tous les participants. Merci à vous tous et puis au public d'avoir participé à ces échanges. Merci à tous.